Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette matinale conjoncture. Vous savez que nous avions l'habitude de l'appeler petit déjeuner conjoncture. Vous avez bien saisi qu'avec cette période et les règles sanitaires actuelles, nous avons pris le parti d'abandonner le petit déjeuner pour conserver cette matinale en visio. Et nous vous remercions, vous toutes et tous qui êtes présents ici en visio, de votre présence et de votre suivi avec nos activités. Nous avons, au travers de cette présentation, donné la parole, bien sûr, à nos entrepreneurs landais. Et nous allons vous présenter une présentation d'enquête qui est importante, qui va vous être présentée par Pascal Dussin. Nous nous excusons bien sûr des conditions dans lesquelles nous vous recevons. Le présentiel n'a pas été possible. Nous avons décidé de le faire en visio. Nous sommes bien sûr sensibles au fait que l'information circule et cette proposition de matinale est là pour apporter un éclairage sur l'économie landaise. Et je vais essayer, dans un délai très bref, de donner une introduction à cette matinale. Où en sommes-nous de l'économie landaise et qu'indique ce baromètre local? Où se positionne le curseur de notre entreprise dans la moyenne identifiée par cette enquête? Ce sont peut-être les questions auxquelles un grand nombre de chefs d'entreprise pourraient trouver de réponses ce matin. Prendre le pouls de notre économie locale 2 fois par an, c'est ce que nous faisons en temps normal. Cette année 2020, nous aurons fait cet exercice au moins 4 fois. C'est une prise d'information indispensable et un outil précieux d'aide à la décision. Nous en avons souvent utilisé les résultats, soit pour des cellules de crise avec la préfecture, soit à Bordeaux, soit à Paris, pour informer dans les meilleurs délais l'ensemble des instances dans lesquelles nous participons. Sans votre avis, chef d'entreprise, sans votre point de vue, rien n'aurait été utile et rien ne serait possible. Représenter, c'est avant tout écouter et permettre de mieux formuler des propositions pour ensuite pouvoir élaborer des solutions. Nous nous y appliquons chaque jour, ici et tout particulièrement depuis le 15 mars 2020. Aussi, je voulais vous remercier très vivement du temps que vous donnez pour répondre à nos questionnaires et à toutes nos sollicitations. Ce matin, nous allons restituer des réponses de 455 entreprises. C'est un record absolu qui nous amène vers un panel beaucoup plus représentatif de notre tissu économique que ce que nous avions habituellement. Nous avons traversé une année 2020 particulièrement complexe, incertaine et bouleversante. Je forme des vœux pour que 2021 soit l'année qui nous permette de faire de l'espoir et de redémarrage et d'une réalité durable soit pour nous. Cette crise sanitaire sans précédent laissera des traces au sein de nos entreprises, sur notre économie et dans notre terroir et nos territoires. Qu'en est-il précisément de cet impact sur l'économie? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Pascal Dussin, qui va nous présenter dans quelques instants ces résultats d'une enquête conduite avant la fin de l'année précédente. Pour enrichir ce travail, les habitués de ce petit déjeuner le savent, nous demandons systématiquement à des dirigeants d'entreprises implantées dans les Landes de venir apporter leur témoignage sur leur secteur d'activité et leur stratégie. Aujourd'hui, nous avons souhaité donner la parole à Michel Baquet, président du groupe Arenadour Thermadour, que je remercie vivement d'être ici même présent, qui est installé à Dax, vous le savez. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et pour terminer sur cette introduction, je vais céder la parole à Éric Dournès et à Pascal Dussin. Merci. Merci, Président. Je ne voulais pas emprunter votre micro pour les raisons que vous imaginez. Merci, Président, pour cette introduction et excusez pour le bruit au moment où ce micro file à toucher le sol. Très heureux d'être parmi vous. Comme vous le voyez, nous allons pouvoir rester maintenant dans nos positions fixes et donc retirer les masques que nous remettons pour chacun de nos déplacements afin de respecter évidemment les contraintes sanitaires en vigueur et pour cause. Très heureux d'être parmi vous et très heureux, mon cher Pascal, de vous accompagner pour cette présentation dont le Président a rappelé l'importance et l'intérêt, surtout en ce début d'année. J'aimerais pour débuter que vous nous précisiez, Pascal, la méthodologie de cette enquête qui est conduite régulièrement, 2 fois par an en temps normal, cela a été rappelé, mais faisons un point sur la méthodologie, si vous le voulez bien. Bonjour Eric, ravi d'être avec vous ce matin.
Bonjour à tous. Écoutez, la méthodologie, elle est très simple. Nous réalisons 2 fois par an une enquête sur la base d'un feuillet que nous adressons à un panel d'entreprises de 500 entreprises implantées dans les Landes. Ce feuillet nous permet de récupérer des informations individuelles qui sont retranscrites de manière collective sur à la fois la situation vécue par les entreprises sur les 3 ou 6 derniers mois qu'elles ont vécu, mais aussi avec une perspective de 3 à 6 mois. Donc l'enquête que nous avons conduite juste avant Noël va nous projeter jusqu'au printemps 2021. Le panel, aujourd'hui... Voilà, il va être intéressant de bien préciser le côté frais de ces réponses, parce que, évidemment, beaucoup d'enquêtes que l'on voit en ce moment ont été réalisées en réalité juste avant le 2e confinement. Et donc, ce qu'on va se dire en matière de chiffres, cela peut influer dans la façon dont les données seront perçues. Bien évidemment, c'est pour ça que je précisais que c'est une enquête qui a été conduite juste avant Noël, après ou pendant même le confinement. Donc le panel aujourd'hui, comme l'a dit le président Laffitte, est particulièrement représentatif. 455 questionnaires nous ont été retournés, 74 entreprises de l'industrie, 53 du bâtiment, 171 du commerce et 157 des services. Ceci représente presque 13 000 salariés et quasiment 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est à plus de 15% en termes de poids de l'économie landaise, donc un échantillon particulièrement représentatif. Avant de détailler les résultats, est-ce qu'on peut restituer l'environnement économique dans lequel les entreprises landaises ont évolué durant cette année 2020, particulièrement chahutée, et le qualificatif est faible ? C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, 2020 a été une année particulièrement chahutée. La pandémie relative à la crise sanitaire marque les esprits, focalise les intérêts, les énergies. Mais s'il n'y avait pas eu cette pandémie, on aurait pu aussi parler d'autres événements. Je pense en particulier aux conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Je pense en particulier au Brexit. Et puis je pense en particulier, bien évidemment, à la mise en place d'une grande zone pacifique avec un accord commercial jamais connu. Donc, bien évidemment, tout ceci rajouté à la pandémie augmente encore les incertitudes quant à l'évolution de notre économie en 2021. Alors cet environnement, on va le faire au travers de plusieurs items. Nous allons d'abord regarder bien évidemment l'évolution du PIB et puis après on regardera 3 ou 4 indicateurs, Eric, qui vont nous permettre de voir dans quel environnement ont évolué les entreprises landaises. Et bien évidemment, cet environnement est particulièrement difficile. C'est une crise sans précédent que nous traversons aujourd'hui. L'Europe elle-même est frappée par la récession. On va démarrer par là. Oui, tout à fait. On sera à la fin de l'année pour notre zone économique européenne à moins 7,5% de croissance, avec des pays du Sud encore plus frappés que ceux du Nord. Donc effectivement, c'est une récession sans précédent, je le répète, pour notre économie européenne. Pour ce qui concerne la France, on sortira entre moins 9 et moins 11% selon les prévisions. La Banque de France vient de réviser ses prévisions pour cette année 2020, rejoignant les perspectives de l'OCDE. On devrait sortir à moins 10%, ce qui n'a jamais été connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc un choc particulièrement important pour notre pays. Et puisque je parlais de l'OCDE, projetons-nous effectivement sur les perspectives, en revenant peut-être sur le slide précédent, avec un élément très important. Vous voyez que l'OCDE a prévu 2 scénarios possibles. Un scénario favorable, bien évidemment lié au vaccin, et un scénario moins favorable avec effectivement une diffusion du vaccin moins rapide. On s'aperçoit, le petit point jaune que vous apercevez, c'est la situation actuelle. Donc ce graphique montre d'abord qu'effectivement ça va prendre du temps pour retrouver ne serait-ce que le niveau de 2019 et que on ne rattrapera pas effectivement les perspectives prévues par l'OCDE avant la fin de 2022. Mais vous voyez la petite barre jaune, c'est ça qui est probablement le plus important,
Si la diffusion du vaccin se fait assez rapidement, on devrait, au troisième trimestre 2021, retrouver le niveau d'activité que nous avons connu en fin 2019. Par contre, effectivement, si il y a des aléas sur la diffusion de ce vaccin, sur la coopération internationale pour ces vaccinations, le temps de réponse, effectivement, va être beaucoup plus long. Et nous avons tous compris, effectivement, que la stratégie de vaccination était un élément de reprise, un levier extraordinaire pour la reprise économique. Regardons maintenant en détail le poids par rapport aux puissances économiques en présence au niveau mondial. Alors, sur 2021, effectivement, la croissance au niveau du monde, ça sera à peu près 3,1%. La zone euro, 3,6%. Ça sera plus rapide parce qu'effectivement, on était dans un creux beaucoup plus important que sur les autres zones. Et la France, vous le voyez sur le tableau de droite, sort parmi les premiers pays européens en termes de croissance pour 2021, avec plus 6%. C'est-à-dire qu'on ne rattrapera que la moitié de ce que nous avons perdu en 2020. Alors on va voir cela en chiffres dans quelques instants et on va voir de quelle façon cela va impacter dans quelques minutes nos territoires. Regardez ici avec les perspectives, cette fois-ci chiffrées. Ce qui est intéressant, c'est de regarder évidemment la place ou la position de la partie zone euro et puis ce qui concerne la France par rapport à d'autres pays. C'est ce que je disais, voilà, tout à fait. On arrive en tête pour 2021, mais je le répète, plus 6%, ça ne rattrapera pas, bien évidemment, les moins 9 ou moins 10% que nous avons perdus en 2020. Donc il faudra attendre, bien évidemment, 2022 pour rattraper effectivement, si tout va bien et si la stratégie de vaccination fonctionne, ce que nous avons comme activité en 2019. Il y a d'autres facteurs aussi que la croissance et le PIB qu'il nous faut regarder, d'autres indicateurs. Le premier de ces indicateurs, c'est le match euro-dollar. Vous voyez sur cette courbe qu'il y a une forte appréciation de l'euro depuis une période assez récente. Hier, il cotait à 1,23. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour nos exportateurs. Ce taux aujourd'hui de change est le plus haut qu'on ait connu depuis les 2 dernières années. Autre indicateur aussi important, c'est les prix des matières premières et puis en premier lieu du pétrole. Alors le pétrole, c'est bien évidemment l'énergie, c'est le gaz, les carburants, mais c'est aussi tout ce qui est colle, vernis, polyéthylène, puisque ces matières premières sont indexées sur le prix du pétrole. Donc, bien évidemment, c'est très important pour l'approvisionnement des entreprises. Et vous voyez que suite à un accord qui est intervenu mardi avec les pays de l'OPEP et la Russie, qui ont réagi, bien évidemment, à la chute des prix du pétrole cette année, le prix du pétrole remonte. On est à 44,3 € le baril. On revient à des niveaux équivalents à ceux de l'an passé. On est quand même loin de la moyenne des 5 dernières années où on était à peu près à 55 €. Autre élément, bien évidemment, c'est les prix des matières premières. Là aussi, on est sur la même tendance, une tendance haussière avec quasiment 5,5% sur la dernière année. Et cette volatilité des prix, c'est vraiment un ennemi pour la prévision et pour les chefs d'entreprise. C'est un élément extrêmement important quand on veut bien gérer, quand on veut prévoir. Il vaut mieux avoir une connaissance parfaite, effectivement, de l'évolution des prix des matières premières. Vous observez que les matières premières industrielles, en particulier, sont à plus 15% sur les 12 derniers mois et que les matières minérales sont à plus de 18% d'augmentation. Donc c'est une reprise, effectivement, très accélérée du prix des matières premières. Alors, on va maintenant essayer de regarder comment ces éléments peuvent se traduire pour les entreprises de ce territoire. Cela va s'afficher. Alors, très concrètement, ces éléments au niveau landais, ça veut dire qu'il y a une prévision des hausses des prix d'approvisionnement. On en parlera tout à l'heure. Les prix d'achat étaient très calmes jusqu'à présent, mais les entreprises l'anticipent déjà. Il va y avoir dans les mois prochains une augmentation des prix d'achat et comme on le voit sur la courbe auparavant, si on peut revenir sur
Les prix de vente, par contre, eux, ne seront pas revalorisés. Donc, il y a un effet ciseau important qu'il convient de bien anticiper. Alors, dans cet environnement, quels sont les résultats? Là, on parle effectivement des résultats, des statistiques officielles, c'est-à-dire à la fin, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eric, à la fin du troisième trimestre, avant le confinement et avant Noël. Donc, nous étions sur un chiffre d'affaires qui baissait sensiblement de 5,7%. Nous avions des exportations en baisse de quasiment 5%. C'est une performance parce qu'au niveau régional, on est à moins 11% et au niveau national, on est à moins 13%. Mais quand même, moins 5%, c'est assez lourd. Et tous les marchés, hormis l'agriculture et les produits agroalimentaires, ont perdu des parts de marché à l'exportation. Du point de vue de l'emploi, vous observez que les recrutements sont en berne, moins de 12%, que les contrats d'intérim se sont réduits aussi à moins de 10%, et qu'en fait, conséquence directe, la demande d'emploi, malgré effectivement les mesures mises en place par l'État, les demandeurs d'emploi ont été plus nombreux, plus 5,6%. C'est une accélération au niveau landais qui est supérieure à ce qui est observé au niveau régional et au niveau national. Il va être temps maintenant de rentrer dans la synthèse de ce que les chefs d'entreprise vous ont dit avant Noël. Avant, deux petites questions peut-être. Est-ce que les opinions corroborent les statistiques? Et puis ensuite, comment on peut finalement mettre en relation ces déclarations avec les véritables chiffres tels que vous les avez perçus et mesurés? Alors, sur votre première question, Eric, oui, bien évidemment qu'elle corrobore, elle prolonge et elle les explique en plus. C'est ça l'intérêt, effectivement, de faire le lien entre l'opinion du chef d'entreprise et puis les statistiques. Oui. Les statistiques ne sont que le reflet, effectivement, de la gestion des entreprises. Et ensuite, quant à notre présentation, on va présenter les résultats de cette enquête de manière assez classique en deux parties. On va faire une partie tendance générale qui va s'articuler au travers de 4 indicateurs. Les activités, l'investissement, l'emploi et puis les critères financiers. Puis une deuxième partie avec une tendance sectorielle orientée sur une dizaine de filières, les filières les plus importantes, celles qui font l'économie de notre département. Commençons par l'activité, allons-y. Alors l'activité, écoutez, c'est une situation historique qui reflète bien évidemment la situation de crise dans laquelle s'inscrit notre activité landaise. On n'a jamais connu un chiffre aussi bas sur la baisse de chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois, moins 64%, et les carnets de commandes, moins 47%, des carnets de commandes en baisse. C'est une situation que nous n'avons jamais connue depuis que nous menons cette enquête, y compris dans la période de crise de 2008-2009. 3 graphes pour visualiser effectivement cette évolution. Les périodes de référence sont de décembre 2019, le premier histogramme, ensuite juillet, septembre et décembre de cette année. Donc vous voyez bien évidemment que l'évolution du chiffre d'affaires est très négative, moins 64% de chiffre d'affaires déclaré en baisse dans tous les secteurs d'activité, mais principalement dans le commerce et les services, et les activités de chiffre d'affaires en hausse avoisinent les 18%, c'est un taux extrêmement bas. Deuxième graphe, les carnets de commandes, c'est similaire dans l'évolution, vous voyez qu'on est à 22%. Simplement, ça a été divisé en deux, voilà, par deux par rapport à décembre 2019. Et corollaire, les carnets de commandes en baisse ont été multipliés par deux. Voilà. Donc une situation de crise jamais connue dans ce département aujourd'hui pour ce qui concerne l'activité. En termes de perspectives, elles sont plutôt pessimistes, ces perspectives. Et les chefs d'entreprise nous déclarent qu'il ne va pas y avoir d'amélioration. 62% des entreprises envisagent une baisse de leur chiffre d'affaires et 10% à peine d'entre elles envisagent un accroissement de la carnet de commandes. Pour résumer vraiment, et on va le voir sur le graphe qui suit, il y a une entreprise sur deux qui prévoit une détérioration de son activité d'ici les 3 ou 4 mois qui viennent.
Parlons investissement maintenant. Quelles sont les perspectives? J'imagine qu'elles sont identiques, Pascal. Alors les investissements, c'est un élément extrêmement important. Il y a 54% des entreprises nous ont déclaré au mois de septembre qu'elles avaient remis des investissements à plus tard ou annulés. Il n'y a pas eu d'effet de rattrapage sur le dernier trimestre. Mais de ce point de vue, on est en parfaite cohérence avec ce qui est observé au niveau national. Les Landes ne sont ni en retard ni en avance. Vous avez à l'écran un graphe qui montre qu'effectivement l'investissement des entreprises françaises aura baissé en 2020 de 23%. En termes de perspective, plus de la moitié des entreprises ont décidé qu'elles n'investiraient pas dans les 6 prochains mois. Et un quart ne se prononce pas parce qu'elles ne savent pas si elles pourront investir. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les entreprises qui ont investi soit dans la maintenance, c'est le cas pour l'industrie en particulier, soit sur des parties un peu innovantes de packaging, d'outillage. Et le packaging, on se rapproche bien évidemment du click and collect pour les activités de restauration et de commerce, puisqu'il a fallu investir aussi pour ceux qui ont souhaité se lancer dans ces activités. Qu'en dit-il maintenant de l'emploi? Alors l'emploi, quatrième indicateur, le fait marquant, c'est qu'il y a eu, malgré effectivement les mesures d'activité partielle, il y a eu des réductions d'effectifs. Près de 20% des entreprises ont réduit les effectifs depuis les 6 derniers mois. Et les recrutements sont très peu nombreux. Seulement 9% des entreprises ont embauché. Alors pour terminer cette synthèse des tendances générales, il faut parler maintenant des critères financiers et de gestion. Que peut-on retenir? Alors sur les critères de financiers, il y a 4 éléments. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de tension sur les prix d'achat, mais ça va changer, on l'a compris. Deuxième élément, les trésoreries, malgré les PGE, sont déclarées très tendues pour 60% des entreprises. Le prix de vente, notamment en production et dans les services, n'est pas revalorisé, à quelques exceptions près. Et les marges, bien sûr, s'érodent. Là aussi, 3 graphes pour mesurer pleinement l'évolution. Et le retournement que nous avons connu, revalorisation tarifaire, vous voyez qu'on était à peu près à 22% des entreprises qui nous déclaraient qu'elles pouvaient revaloriser leurs tarifs. On est aujourd'hui à 8%, 3 fois moins. Et il y a même des tarifs en baisse pour quasiment un quart des entreprises avec des tensions sur les prix de vente. Les marges se réduisent, elles s'érodent. 7% des entreprises seulement reconstituent leurs marges et les augmentent. Toutes les autres sont en baisse ou stables à des niveaux relativement bas. Et les trésoreries sont particulièrement tendues. Vous voyez qu'on était sur un étal de 25 à 30% sur les périodes de référence. On est monté à 61%. On peut se dire que, avant de passer à la suite, que la rentabilité des entreprises, on le voit, est extrêmement fragilisée. Vous avez annoncé tout à l'heure des risques sur les prix des approvisionnements, sur l'évolution de certaines matières. Ça veut dire que le danger est véritablement présent en matière de rentabilité. Et parfois même de viabilité des entreprises. C'est un très bon résumé, Eric. Il y a effectivement un problème de rentabilité aujourd'hui qui se pose pour les entreprises landaises, comme pour bon nombre d'entreprises françaises. Va se rajouter d'ici quelques mois celui de l'endettement. On en parlera un petit peu plus tard. Donc effectivement, c'est 2 défis qu'il va falloir relever pour les chefs d'entreprise. C'est aussi pour ça, je pense, que dans le plan de relance, il est prévu une baisse des impôts de production, puisqu'il y a un lien direct entre les impôts de production et la rentabilité des entreprises françaises. Regardons maintenant secteur par secteur ce que ça donne au niveau des tendances que vous avez relevées dans cette enquête donc de novembre, je le redis, 2020, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant pour la connexion. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, sachez que l'ensemble de ces données, vous pourrez les retrouver en replay, exactement au même endroit, et évidemment sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Ça permettra de rentrer dans le détail de chacune des données partagées par Pascal ce matin. Alors, du point de vue... Par quel secteur vous voulez attaquer? Écoutez, par l'agroalimentaire, par exemple, Eric. Prenez c'est une branche importante. Ce qu'on peut dire sur la branche agroalimentaire, c'est qu'il faut le souligner, c'est que toute la chaîne alimentaire dans ce département a particulièrement bien fonctionné en 2020, et c'était important. Donc je pense qu'il faut aussi le souligner et remercier l'ensemble des acteurs de cette filière,
parce qu'il a fallu jouer, jongler avec les transports, avec les fermetures, et c'était important effectivement que cette chaîne ne soit pas rompue. D'une manière générale, c'est une branche qui a une forte résilience. Le problème essentiel aujourd'hui, c'est un problème de prix et de rentabilité. La loi Egalim ne joue pas pleinement en faveur des industriels, il faut le dire. Donc il y a quelques révisions probablement et quelques négociations à conduire. Et d'une manière générale, c'est une branche qui a quand même bien résisté, à l'exception notable de la filière gras. C'est un sujet d'actualité du jour. Sujet ô combien d'actualité. Voilà, tout à fait. Nous avons la visite du ministre de Normandie aujourd'hui dans les Landes, qui va annoncer un dépeuplement massif des élevages. Alors il y a la grippe aviaire qui vient d'arriver, mais il y a aussi bien évidemment une timidité de la consommation et puis la fermeture des restaurants. Oui. C'est 40% à peu près du débouché de la filière gras, les restaurants, donc beaucoup de difficultés dans cette filière. Avant de poursuivre, 2 autres filières essentielles dans les Landes, bois, papier, emballage, et puis les activités liées à la chimie, dont on connaît ici tout le poids. Avant cela, Eric, un mot quand même sur les industries des biens de consommation. Si vous voulez, allez-y. Le meuble, le textile, l'imprimerie et puis le surfwear, c'est une branche, à l'exception des activités liées à la plume, je pense à des entreprises comme Castex, Pyrenex ou Plume Export. C'est une filière qui a été particulièrement touchée et la pandémie n'a fait qu'accélérer une tendance de consommation plutôt à la baisse et ça ne facilite pas bien sûr l'activité des industriels. Le bois, papier, emballage, vous en parliez, on est à la fin du premier semestre, on était sur les scieries à moins de 36% d'activité. Donc ça vous laisse imaginer effectivement la difficulté à gérer cette période. Le prix du bois se réduit un petit peu, mais reste quand même particulièrement élevé. Il y a des difficultés pour certaines entreprises. Gascogne a mis en place un plan social. Il y a des fermetures d'entreprises comme la Montoise du Bois. Ou des difficultés aussi sur des grands groupes comme FINSA. Donc ça montre là aussi qu'il y a des difficultés de rentabilité dans cette filière, même si sur la dernière période, notamment novembre-décembre, l'activité des scieries s'est redressée. Et même si le papier aura fait une belle année 2020, notamment à l'exportation. Dans l'emballage, c'est très difficile parce que les emballages plastiques sont en difficulté. Les emballages papier, au contraire, ont tiré profit effectivement de cette crise. Et d'une manière générale, pour chacune des filières, il n'y a aucune homogénéité. Oui. Voilà, les segments sont très différents et l'impact de la crise est très différencié à l'intérieur de chacune des branches. La chimie, c'est une branche qui a eu des difficultés sur les 4 premiers mois de l'année et qui est aujourd'hui tirée par la chimie du végétal dans ce département. Les autres secteurs et les autres segments d'activité ont plus de difficultés. On pense en particulier à MLPC, à Rion-des-Landes et à l'Esgor, qui travaillent pour l'industrie du pneumatique. Donc, on ne peut pas ne pas penser à l'annonce de Michelin très récemment, et on comprend qu'effectivement, les débouchés sont plus compliqués pour ces industries. Mais d'une manière générale, l'exportation et le marché intérieur sur la cosmétologie, l'hygiène, voilà, tout ce qui tourne autour de la chimie du végétal, qui fait la force de la chimie de ce département, aura fait une année plus que convenable. Alors un secteur maintenant pour lequel personne n'aura... n'aura vu les difficultés arriver, l'aéronautique. C'est plus que des difficultés, le marché s'est effondré. Les conséquences pour le département sur l'aviation civile et l'aviation d'affaires sont considérables. Aviation civile, ça veut dire Airbus, Boeing, les sous-traitants, ça veut dire aussi Dassault. Vous imaginez le décalage par rapport à ce qu'on se disait l'an dernier, à peu près à la même période, avec les difficultés de recrutement pour aller au bout des carnets de commandes qui étaient prévus, etc., etc. Et là où nous en sommes aujourd'hui. Tout à fait. Et alors même que c'est une industrie à cycle long et qu'elle a été interrompue quasiment du jour au lendemain. Donc bien évidemment, le marché de l'aviation civile est en chute libre et ça impacte les entreprises landaises. On a malgré tout dans ces zones d'ombre
Un petit espoir, c'est d'avoir un site plutôt consolidé, qui est le site de l'Atecware à Lipostei, et puis des sous-traitants qui ont quand même bien réagi en essayant de capter d'autres marchés. Mais cette filière, c'est compliqué. Nous avons la chance dans les Landes d'avoir une industrie aéronautique qui travaille aussi pour les marchés de la défense, oui, où là, c'est beaucoup plus porteur. Voilà. Les plans de transformation sont en cours et on note bien évidemment des efforts d'investissement sur voilà, l'avion décarboné, les filières de carburant biosourcés. La question de demain, c'est de savoir comment vont se positionner les sites industriels des Landes dans cette nouvelle recomposition. Je pense en particulier à Safran ou à Potès. Prochain secteur. Le prochain secteur, c'est le bâtiment et les travaux publics, qui sera le dernier de l'activité de production, avec un effet de rattrapage assez massif. Oui. Les entreprises du bâtiment ont bien travaillé. Bon, elles ont eu des difficultés pour mettre en route leur chantier avec les protocoles, oui. voilà, avec des prix qui sont parfois difficiles à gérer parce que le coût augmente, mais le prix de vente reste le même. Donc là aussi, on retrouve l'effet ciseau de la rentabilité. Donc le rythme de production est ralenti. Par contre, ce qu'on doit souligner, c'est le manque de visibilité pour ces marchés du bâtiment. On va le voir sur le slide d'après. Les marchés des travaux publics, les carnets de commandes sont en train de se vider parce que la commande publique n'est pas là. Il y a beaucoup d'hésitation, notamment de la part des collectivités et du bloc communal qui est le principal pourvoyeur d'investissement dans le TP. Je prends exemple, la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine a recensé près de 250 grands projets supérieurs à 1 million d'euros. Il y a 8 projets dans les Landes, donc c'est très peu. Les perspectives et la visibilité, vous les avez à l'écran. Vous voyez que sur le logement, les mises en chantier, on est à plus 10% par rapport à la même période de référence, les 11 mois de l'année 2019. On est à moins 25,3% en termes de permis de construire. Et puis les locaux, c'est tout ce qui est industriel, bureaux, établissements agricoles, voilà, bâtiments qui n'est pas du logement. On est sur à peu près moins 32% sur les mises en chantier et moins 33,7% pour les permis de construire. Donc un manque de visibilité qui inquiète quand même les professionnels. On parle on zoome particulièrement sur les crédits à l'habitat parce que eux, par contre, sont toujours aussi dynamiques. Ouais, tout à fait. C'est tous les paradoxes de ce secteur d'activité. C'est un élément effectivement très important. Dans les Landes, les crédits à l'habitat ont progressé de 7,5%. C'est supérieur à ce qu'on observe en Nouvelle-Aquitaine et en France. C'est-à-dire que les primo-acquéreurs restent confiants. Et effectivement, c'est des marchés futurs. Oui. Il y a aussi des investisseurs. Il y a des nouveautés sur ce marché immobilier avec le prolongement des mesures Pinel, mais simplement sur le collectif. Il y a aussi des mesures qui sont annoncées pour les rénovations énergétiques. Donc effectivement, il y a des perspectives peut-être à plus long terme sur le marché du logement. Et puis c'est un élément aussi important pour les activités financières et bancaires. Le fait de pouvoir faire du volume avec des taux bas, c'est un élément important de manière à assurer un fonds d'activité important. C'est le prochain secteur d'activité. C'est un secteur d'activité qui devait affronter plusieurs défis. Le défi prudentiel avec les normes de Bâle en particulier, les défis digitaux et puis les défis aussi de restructuration avec des fermetures d'agences, des réorientations d'activités. Aujourd'hui, avec l'ensemble des crédits de trésorerie qui ont été distribués, c'est bien évidemment le défi du risque qui va se rajouter à cela. L'activité de l'immobilier profite du déconfinement et notamment sur les résidences secondaires. C'est une activité qui fonctionne bien depuis cet été. Faisons un zoom sur les crédits bancaires aux entreprises landaises. Alors, bien évidemment, on va voir sur la courbe, effectivement, l'effet PGE. Oui. Les crédits aux entreprises ont augmenté de plus de 16% dans les Landes. C'est supérieur à ce qu'on connaît au niveau néo-aquitaine et français.
il y a eu effectivement beaucoup de PGE, des aides de trésorerie, mais il y a aussi un investissement de la part du réseau bancaire sur les fonds propres, et c'est un élément important. Alors le corollaire de ces crédits bancaires, c'est bien évidemment l'endettement des entreprises. Vous voyez que sur le graphe qui vous est présenté, la France arrive, les entreprises françaises arrivent en deuxième position derrière les chinoises sur leur taux d'endettement. Donc, bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, rajouter à la rentabilité ce problème d'endettement, ce mur de la dette, comme aime à me le dire François Laffitte, c'est le défi des prochains mois. Et probablement qu'on va renégocier, on va effectivement devoir accélérer le processus de renégociation de dette fiscale et sociale, de dette bancaire, parce que sinon ce ne sera pas tenable. Parlons maintenant des services aux entreprises, Pascal. Alors les services aux entreprises, c'est une branche qui a plutôt pas mal résisté, notamment dans le transport, qui, comme la filière alimentaire, a été présente tout au long de la crise et en particulier du premier confinement. C'était essentiel. C'est un marché qui s'est plutôt bien tenu. La demande sur l'intérim est en train de se réactiver. Les marchés, sans être vraiment à tonnes, les marchés sur le conseil, l'ingénierie et l'informatique sont moins dynamiques qu'en 2019, mais restent quand même assez porteurs. Alors, il nous reste maintenant, avant de terminer ce panorama sectoriel, à parler de 3 activités qui ont été touchées, affectées, marquées par les confinements, les fermetures administratives, et on le voit encore aujourd'hui, qui sont totalement dans le doute. Le commerce tout d'abord, puis évidemment par le tourisme, et enfin thermalisme, et nous y reviendrons tout à l'heure avec notre invité et intervenant qui nous rejoindra dans la deuxième partie de cette matinée. Alors bien sûr, la pandémie pèse beaucoup sur les activités commerciales. Il y a vraiment 2 catégories aujourd'hui qui ressortent en bilan. C'est le grand commerce, les GMS, les GSS, grandes surfaces spécialisées, et puis les autres. D'une manière générale, le commerce de proximité, comme on l'appelle, a beaucoup souffert et continue de souffrir de cette pandémie et des fermetures administratives. C'est extrêmement important de continuer à les soutenir et d'arriver à évoluer sur des stratégies un petit peu différentes. Il y a 3 secteurs en particulier qui sont particulièrement touchés. C'est le prêt-à-porter, qui fait beaucoup d'activités dans nos centres-villes, le marché de l'automobile, moins 25%, l'équipement aussi de la maison, même s'il y a un effet rattrapage depuis le mois de décembre. L'alimentaire a plutôt bien tiré profit de cette crise. Ouais. La consommation, on le verra, c'est la seule branche de consommation qui a augmenté. Et d'une manière générale, le commerce, le e-commerce, le click and collect, les livraisons, c'est les mots-clés aujourd'hui. Et cette crise n'a fait qu'accélérer des tendances qui existaient déjà. On regarde de quelle façon les ménages envisagent l'avenir, Pascal ? Alors, les ménages et la consommation, c'est un élément important parce qu'on se disait à la fin du premier confinement qu'il y avait un taux d'épargne, que les Français avaient épargné. Oui. Donc, on espérait qu'ils allaient consommer, qu'ils allaient avoir le moral, qu'il allait avoir une embellie. Cette embellie n'est pas venue. Nous avons... Il faut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour consommer, finalement. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, on peut garder espoir. On peut garder espoir sur 2021. Mais d'une manière générale, les Français ont peur de l'avenir et continuent d'épargner et ne consomment pas beaucoup. On est en dessous du niveau, effectivement. C'est la deuxième courbe rose là qu'il faut regarder. On est en dessous du niveau de consommation qu'on a connu à la fin de l'année 2019. Voilà. Juste sur Noël, par contre, on a constaté que le budget, a été en hausse. Ouais, j'allais y venir. Noël, par contre, a bien joué son rôle de fête. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes juste avant Noël, pendant la période de confinement. Mais les premiers éléments qu'on a de retour sur l'activité commerciale pendant Noël nous montrent qu'effectivement, Noël a joué à plein son rôle avec... il y avait une étude, effectivement...
de CSA pour Cofidis et Rakuten, qui montraient qu'effectivement le budget était en hausse, mais qui montraient aussi, deuxième élément, et on y revient, que les achats se faisaient essentiellement sur Internet, et notamment pour les jeunes générations. Donc on y revient. Les pratiques évoluent, il faut que le commerce aussi évolue avec ces pratiques. Avec un effet Internet, c'est bien marqué sur ce slide Internet, le click and collect plébiscité par les Français. Il faudra quand même regarder vraiment les volumes, il faudra regarder les répartitions, finalement, les clés de répartition par rapport à ces commandes. Dans quel secteur en particulier on ressent le plus de poids de ces commandes? Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on l'a mesuré récemment avec une étude que nous avons conduite avec Pivadis. On est à peu près sur 10% aujourd'hui des parts de marché. Ça a doublé en 10 ans. Voilà. Et les perspectives montrent qu'on va atteindre 15% d'ici 10 ans. Parlons hôtellerie, parlons camping, parlons restauration maintenant. Alors, d'une manière générale, c'est une saison qui a été, je dirais, qui a été sauvée. Nous avions eu beaucoup d'inquiétudes au printemps sur notre capacité à réussir cette saison. Elle a été sauvée sur le littoral. Un petit peu moins bien pour les campings, parce que la clientèle étrangère a bien sûr manqué pour cette locomotive, mais d'une manière générale, la saison a été sauvée. C'est moins vrai pour l'intérieur des terres et nos deux villes principales qui sont Mont-de-Marsan et Dax, parce qu'il n'y a pas eu de feria, il n'y a pas eu de festivités, il n'y a pas eu d'événementiel. Et puis, bien évidemment, les restaurants ont pâti plus durement sur l'intérieur des terres que sur le littoral. Et puis, on doit beaucoup aussi à l'investissement public. Je pense à l'opération Landissime, qui était une opération tout à fait innovante, qui a permis effectivement de faire la promotion de notre département via effectivement et la promotion de la consommation aussi avec un ticket à 150 € pour chaque touriste qui venait. Donc c'est une excellente idée. Il faut saluer aussi le Conseil général et le CDT de cette initiative. C'est une très bonne idée qui a été reconduite pour la gastronomie et qu'on pourrait probablement reconduire pour d'autres secteurs. Je pense bien évidemment au secteur du thermalisme. Alors justement, faisons le point sur le côté santé, le côté thermalisme avec les impacts. Alors oui, sur la santé, bien évidemment, les cliniques privées ont été durement affectées, même si financièrement il y a eu des compensations. Mais c'est une année extrêmement difficile pour l'hospitalisation privée en France. C'est une année difficile aussi, c'est paradoxal, pour la pharmacie, qui a aussi des problèmes de rentabilité, qui calcule aujourd'hui ses prix de manière beaucoup plus complexe qu'auparavant. J'ai juste un chiffre, il y a eu 219 officines qui ont fermé en France en 2019. Voilà, donc ça fait quasiment un tous les jours et demi. Ça vous donne un ordre d'idée, effectivement, de la difficulté de certaines officines. Et c'est très important, notamment pour les zones rurales, parce que la pharmacie est un lieu très important pour la ruralité. Puis je terminerai, sans trop en dire, puisque Michel Baquet est là pour nous en parler, par le secteur du thermalisme, qui est probablement aussi, avec les commerces de proximité, l'activité qui a le plus pâti, effectivement, de la pandémie, avec une saison particulièrement raccourcie. On va sortir à peu près à moins 50, moins 60%. Michel nous le dira tout à l'heure, en termes de chiffre d'affaires. Et ce qui inquiète aussi les professionnels, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. C'est ça. C'est comme les restaurants, on ne sait pas. Voilà, il y a eu effectivement des tentatives pour faire revenir les clients en 2021, ceux qui avaient annulé. Mais on voit bien aussi qu'on ne sait pas quand l'activité va pouvoir redémarrer. Et notre grand témoin nous rejoindra dans quelques instants. Avant cela, on fait peut-être une synthèse parce qu'on a eu beaucoup de données. Encore une fois, chacune de ces données, vous pourrez les repartager, vous pourrez les retrouver, les regarder en détail par rapport à votre secteur d'activité, par rapport également à ce que vous souhaitez conserver en mémoire pour prévoir, anticiper l'avenir. Et tout ça, vous retrouvez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, site internet qui a été très récemment d'ailleurs remis à jour. Et je vous invite d'ailleurs à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes simplement sur cette plateforme digitale fidèle à ce rendez-vous du petit déjeuner. Vous avez sans doute pris un croissant chez vous ou dans votre entreprise pour suivre cette matinale et vous avez bien de la chance. Alors Pascal, la synthèse avant d'accueillir notre grand témoin.
Si on doit faire une synthèse, il y a 3 éléments à retenir. Le premier élément, c'est que l'impact de la crise que nous connaissons aujourd'hui n'est pas massif, mais il impacte chacune de nos branches d'activité en fonction des segments de marché. Voilà. Deuxième élément important, les entreprises sont à l'ouvrage pour préparer de plans de transformation, pour se diversifier, pour essayer de trouver des solutions, mais sont quand même en attente d'une visibilité bien meilleure. Et puis, troisième élément, il y a aussi une dichotomie, je dirais, entre les PME, PMI qui sont un peu structurées, de grande taille, et puis les plus petites entreprises qui ont beaucoup plus de difficultés. Nous l'avons vu dans les accompagnements que nous avons conduits pendant les confinements. Et puis, pour terminer, je dirais que ce qui nous donne espoir, c'est quand même le vaccin, qui est un levier extraordinaire de rassurance pour chacun d'entre nous, et puis un levier extraordinaire de reprise. Voilà, je terminerai sur cet espoir qu'il nous faut bien conduire. Sur une note d'optimisme, on le sent bien. Président, vous avez pris votre micro. Je vais peut-être juste, comme on n'a pas les masques, vous inviter, on peut vous lever bien sûr, mais nous restions chacun dans nos périmètres, nous sommes obligés de respecter cela. Qu'est-ce que ces données vous inspirent? Je parle au président de la Chambre de commerce et d'industrie, mais je parle également au chef d'entreprise que vous êtes, et puis à celui qui souvent d'ailleurs est tête de réseau, c'est-à-dire qui prend le pouls sur le terrain avec d'autres chefs d'entreprise et avec finalement des acteurs de la vie économique. Alors on a une situation que Pascal Dussern nous a décrite qui est précise, qui est détaillée, qui montre la diversité en fait. On n'a pas une situation claire de l'ensemble des entreprises, on a des fortes variations d'un secteur d'activité à l'autre et on a bien sûr une situation exceptionnelle que l'on n'a pas connue depuis près d'un siècle. Puisque la crise de 1920 a été la crise révélatrice d'une situation aussi complexe que celle que nous connaissons aujourd'hui, ce qui montre l'originalité du moment. Et je dirais que à des situations aussi complexes, il nous faut trouver des solutions les plus appropriées. C'est ce que nous essayons de faire. Pascal l'a cité à un moment, le plan de relance, la promotion quelque part du plan de relance dans laquelle les chambres de commerce avaient un rôle important, tenaient un rôle important, a été évidemment non pas stoppé, mais passé au second plan lorsque le deuxième confinement est arrivé. Pour autant, les dispositions, les mesures sont là, et si on ne parle peut-être plus de plan de relance, mais de rebond, il faut se saisir de tous les outils. Alors, c'est toute l'ambiguïté de la situation. On a, bien sûr, et vous en êtes très conscient, les pouvoirs publics qui nous engagent sur un plan de relance, sur du rebond. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on est mobilisé pour faire le maximum pour effectivement donner aux entreprises la capacité à bénéficier d'un soutien très actif. Il faut quand même relever un premier élément qui, au-delà des chiffres qui ont été expliqués tout à l'heure, c'est que le moral n'est pas bon. Et c'est difficile à un chef d'entreprise, quand il a la tête dans le seau, excusez-moi l'expression, dans les difficultés conjoncturelles, des difficultés du moment qu'il doit régler en permanence, d'avoir la capacité à réfléchir sur le comment faire de la relance et du rebond. Et donc, en fait, c'est toute l'ambiguïté de cette position de relance, alors qu'on n'est pas sorti de la pandémie et que la capacité d'un chef d'entreprise à engager son entreprise dans l'investissement et dans la reprise, c'est d'abord avant tout la confiance. La confiance dans le marché, la confiance dans la situation. La confiance, elle n'y est pas encore. Donc, et au moins la visibilité. Et au moins la visibilité. Voilà. Donc on n'y est ni dans la visibilité, ni dans la confiance. Et donc on a aujourd'hui une situation très ambiguë que vient de décrire Pascal Dussern de manière tout à fait appropriée, puisqu'on a un échantillon quand même important d'entreprises qui nous ont donné les éléments de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc la situation est très complexe. Et je crois que ça ne sera pas forcément évident. Et on a quelques mois pour essayer de décrypter les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour retrouver une situation qui s'améliorera. Mais il nous faut beaucoup travailler pour 2021.
Je vous invite à reprendre place, Président, parce qu'on Oui. va accueillir maintenant un témoin dont vous avez rappelé tout à l'heure dans vos propos introductifs l'importance et l'intérêt. Michel Baquet, merci de nous avoir rejoints. On va évoquer avec vous la situation très difficile dans laquelle se trouve votre secteur, qui est un secteur important, capital dans l'économie landaise. On va parler également de la stratégie de développement du groupe que vous conduisez, celle qui était ancrée, inscrite, je dirais, prévue, et puis celle qui, aujourd'hui, est d'actualité. Vous nous direz s'il y a des différences ou pas. Votre témoignage va être d'autant plus intéressant que, en réalité, vous venez également d'autres secteurs. Vous avez travaillé dans le BTP, je crois, dans votre parcours. Vous avez également travaillé dans l'industrie extractive. Vous avez, je crois, travaillé également dans l'agroalimentaire. Donc, c'est toujours intéressant lorsqu'on a des personnes qui ont finalement eu plusieurs vies professionnelles dans plusieurs secteurs d'activité, de mettre en perspective votre analyse de la situation dans le secteur qui aujourd'hui vous occupe, vous emploie et dans lequel vous investissez par rapport finalement aux évolutions des autres secteurs desquels vous venez. D'abord un petit mot peut-être de présentation vous concernant, Michel Baquet, puis ensuite on va rentrer dans l'histoire du groupe Arenadour, Thermadour, indissociable de celle de son fondateur, d'ailleurs Roger Junca, découvreur, on peut le dire, découvreur de sources. Allez-y. Bonjour et merci de votre invitation. Je souhaitais effectivement parler de thermalisme. Avant d'aborder Arenadour, je souhaitais remettre un petit peu en perspective le thermalisme, puisque c'est une activité qui est pas très médiatisée malheureusement, alors que nous connaissons de grands problèmes. Le thermalisme, c'est une activité qui est une médecine thermale. Et une médecine thermale, c'est une médecine qui est efficace pour longtemps. Vous voyez que sur la carte que nous sommes liés à notre matière première. La matière première, c'est l'eau. Effectivement, donc, sur la carte, nous n'avons pas d'implantation, il y a une exception en région parisienne, puisque c'est la station d'Anguin-les-Bains, mais sinon, vous voyez que nous sommes très liés aux montagnes, nous sommes très liés aux sources, et donc nous ne sommes pas une industrie délocalisable, et ça, c'est important. Oui, c'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. C'est donc aussi une industrie, je dis industrie, alors qu'on fait du service, parce que c'est également une activité qui est très capitalistique et qui demande beaucoup d'investissement. Et dans lequel le rapport au temps a une importance absolument primordiale. Exactement. Il faut prendre le temps de soigner, il faut prendre le temps d'investir, il faut prendre le temps également de traiter tous les sujets. Et c'est une médecine thermale qui est efficace pour longtemps, et depuis très longtemps, puisque ça remonte à l'époque romaine. Notre matière première, effectivement, c'est l'eau minérale, mais c'est une eau minérale qui est très, très particulière, puisqu'elle fait l'objet d'un agrément auprès de nombreuses institutions, puisqu'il faut l'intervention de l'hydrogéologue, de l'ARS, du CODERS, de la préfecture, mais également de l'Académie de médecine. Donc, pour avoir un agrément, c'est quelque chose qui est un parcours assez long et qui constitue également une barrière à l'entrée pour les industries. Chaque eau a des vertus qui lui sont propres, et en fonction de la qualité de l'eau, on ne va pas traiter les mêmes choses, que ce soit par l'eau elle-même ou par ses dérivés, puisque nous avons des dérivés gazeux, notamment pour les voies respiratoires. Nous avons également des dérivés de boue que nous connaissons particulièrement à Dax. Et c'est une matière première qui est sous haute surveillance, puisque nous sommes régulièrement et heureusement contrôlés en termes de qualité par l'ARS. Ces ressources, ce sont des ressources qui nous ont été données par la nature. On a parlé de l'eau, mais particulièrement, nous avons dans les Landes de la chance de pouvoir exploiter le péloïde à Dax, qui est une boue naturelle et vivante. Et nous travaillons également avec de l'extrait de térébenthine, qui est produit par une grande entreprise chimique locale et que nous dosons très finement pour nos douches térébenthinées. La cure thermale, il faut le rappeler, est un soin médical. Un soin médical, c'est un médecin qui doit prescrire la cure thermale. Et donc cette demande doit être prise en charge par l'assurance maladie. Le choix d'établissement thermal est fait en fonction de la pathologie, et ce suivi médical se fait également pendant toute la cure thermale, puisque le curiste est suivi par un médecin thermal 3 fois pendant la durée de sa cure. C'est également l'occasion de pouvoir réaliser de l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire l'accompagner dans la prise en charge de sa pathologie pour qu'il continue à se soigner lorsqu'il est de retour à son domicile. Autre point important, c'est que la cure a un intérêt social, puisqu'on accueille par an, grosso modo, 600 000 curistes. Enfin, j'allais dire, on accueillait, puisque cette année, nous serons grosso modo à peu près 220 000 curistes, enfin cette année, en 2020.
Donc c'est une baisse très très significative. Et aujourd'hui, cet intérêt social se retrouve par le nombre de personnes accueillies, mais se retrouve également par 15% des curistes qui ont des ressources inférieures au plafond de sécurité sociale. Ouais. Et à ce titre, la médecine thermale a un rôle social qui a été démontré par des études en santé publique. On a également un impact socio-économique qui est démontré puisque nous travaillons beaucoup sur toutes les affections longue durée. Et les 2 tiers des dépenses de santé qui pèsent à hauteur de 90% de la croissance des dépenses de sécurité sociale, sont sur des pathologies chroniques qui sont traitées par la médecine thermale. Cette médecine thermale permet également de réduire a priori significativement les dépenses que l'on peut avoir au niveau de la sécurité sociale dans le rôle de la prévention et dans le rôle aussi de bien-être qui permet par la suite de réduire le recours aux médecins et de recours aux médicaments et autres services de santé. Les bénéfices cliniques ont été reconnus puisque nous avons démontré le service médical rendu des cures en travaillant avec des études qui ont été réalisées dans le cadre de l'AFRET. Ces études ont été financées à hauteur de plus de 12 millions d'euros pour montrer et démontre ça sur un certain nombre d'eaux et un certain nombre de pathologies ces études ont fait l'objet de publications dans de nombreuses revues internationales. Point significatif aussi, la cure joue un rôle fondamental dans la prévention. On travaille en France beaucoup sur la médecine curative, mais pas assez sur la médecine préventive. On est un petit peu à l'opposé de la médecine chinoise, où je crois qu'un Chinois paye un médecin lorsqu'il fait son travail préventif, ne le paye plus lorsqu'il n'est pas obligé de passer à la phase curative. Enfin, c'est ce que nous racontent nos amis chinois. En tout cas, en France, on a un rôle de prévention à développer, et pour ça, la cure thermale est un axe, est un moment particulièrement approprié pour pouvoir travailler sur tous les aspects prévention, mais également détection. Je voulais également lutter contre une idée reçue. Le thermalisme ne sont pas des vacances thermales. Ouais. Attention. Le thermalisme, c'est de la médecine thermale qui est prise en charge à hauteur de 65% des soins par la sécurité sociale. Bien évidemment, le curiste paye son hébergement, la restauration, le transport et éventuellement le reste à charge s'il n'est pas pris en charge par la mutuelle. Il y a un impact également où on se rend compte que les soins thermaux, et ça c'est un axe de travail pour nous significatif, la prise en charge dans un établissement thermal est beaucoup moins élevée que dans une clinique ou dans un système hospitalier, ce qui peut là aussi nous inciter à développer de nouvelles activités. Dernier point, le thermalisme est une source de richesse nationale puisque nous employons directement plus de 9000 personnes, pratiquement 10 000, et il y a 90 000 emplois indirects dans le secteur du thermalisme. C'est une industrie vertueuse dans le sens où 67% des ressources générées sont réinvesties sur le territoire et localement, que ce soit par les salaires, mais que ce soit aussi par le recours à des entreprises locales pour des achats ou des prestations. Je l'ai dit, c'est une industrie à forte intensité capitalistique, puisque nous avons des installations, notamment sur l'eau, qui sont relativement lourdes et des infrastructures à gérer qui sont importantes. Donc ça a représenté grosso modo 405 millions d'euros d'investissement sur la période 2010-2015 et nous avions prévu des investissements de l'ordre d'un peu plus de 800 millions, mais tout ça a été remis en cause dernièrement. Alors, juste avant d'évoquer la suite, justement, parce que vous le disiez bien, on va voir de quelle façon aujourd'hui le groupe que vous dirigez se positionne. C'est important pour vous de refaire ce point, que vous venez de le faire, sur finalement ce qu'est véritablement votre métier, votre secteur d'activité, parce que, en étant attentif à votre présentation, j'ai bien noté, mine de rien, en filigrane, quelques messages, notamment sur le cliché ou l'image cliché qu'on peut avoir parfois en associant votre secteur d'activité à la donnée purement touristique. Tout à fait. Ça me semble important de revenir sur l'essence même de vos métiers. Nous revenons en permanence sur l'essence même de notre métier. Et c'est pour ça que je parle volontairement de médecine thermale. La médecine thermale, c'est une médecine naturelle qui est ancienne. Et nous travaillons vraiment dans le secteur. Nous sommes
nous travaillons avec la CNAM, bien évidemment, puisque les cures sont conventionnées et nous dépendons du ministère de la Santé. Donc c'est important de le rappeler. Alors on va voir maintenant la situation des activités thermales en Europe, en France, et puis bien entendu dans les Landes et en ce qui vous concerne. On commence donc par la France peut-être ? La France, absolument. En France, le marché de thermalisme, et j'étais très heureux de présenter ce schéma jusqu'à dernièrement, était un marché qui était en croissance, porté tout simplement par le vieillissement de la population, puisqu'on sait que grosso modo, en 2030, près de 30% de la population française aura plus de 60 ans. Et comme nous travaillons en très grande partie avec des seniors, mais aussi avec du thermalisme pédiatrique que nous essayons de mettre en avant, malgré la durée de la cure qui est de 3 semaines et qui ne cadre pas toujours avec les vacances scolaires. Donc le marché était en croissance, porté par un vieillissement naturel de la population, mais également par un deuxième facteur qui est l'espérance de vie en bonne santé, qui malheureusement est en train de réduire. Puisqu'effectivement, si l'espérance de vie commence à plafonner un petit peu, l'espérance de vie en bonne santé est en train de régresser, liée à la sédentarisation, liée à la concentration dans les villes et ainsi de suite. Donc là-dessus, la médecine thermale a un rôle prépondérant à jouer pour effectivement aider, et notamment je pense au thermalisme pédiatrique, où on peut travailler avec des enfants qui souffrent d'asthme, puisqu'ils vivent dans des grandes villes où ils sont confrontés à la pollution. Et on en revient sur le volet prévention que vous soulignez tout à l'heure et l'importance de celle-ci. Absolument. Donc un marché qui était en croissance, mais j'espère que ça va le redevenir, et c'est assez rapidement. Si on se projette rapidement sur la partie Landes, thermalisme dans les Landes, c'est une activité où, grosso modo, la région de Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région du thermalisme en France et génère à peu près 340 millions d'euros de chiffre d'affaires. À noter que les Landes sont les premiers départements français dans le thermalisme, avec à peu près 172 millions d'euros d'activités qui sont générées. Ce qui fait que le curiste, lorsqu'il vient dans notre département, génère grosso modo 2400 euros auprès de l'économie locale, répartis en soins et hébergements, mais également en activités connexes sur les restaurants, commerces et services. Absolument, des données, un chiffre à absolument garder en tête par rapport évidemment à l'impact économique sur l'ensemble du territoire, de ce dont nous allons parler maintenant spécifiquement cette année pour l'année à venir. Exactement. À noter que sur les Landes, nous sommes exclusivement, j'ai oublié de le rappeler, le thermalisme fonctionne, là aussi c'est une diversité un peu particulière, avec des entités qui sont publiques, qui dépendent de collectivités locales, comme les régies. Nous sommes sur des systèmes mixtes, comme des DSP ou des SEM, et nous sommes également sur des entreprises privées. Et il est à noter que dans le département des Landes, nous sommes à 100% opérateurs privés. Important aussi à noter, parce que ça a des conséquences sur l'emploi significatives, le thermalisme est une activité saisonnière. Nous n'avons pas une activité linéaire toute l'année. Malheureusement, on a un cycle un petit peu en dents de scie. C'est une activité qui génère des emplois, puisque sur les Landes, nous avons pratiquement 2000 emplois directs qui sont générés par l'activité thermale. Et si on fait un ratio, ça veut dire qu'on est plutôt à 20 000 emplois. Si on extrapole les données qu'on a au niveau national, ça fait 20 000 emplois directs et indirects. La situation actuelle est très difficile pour nous, puisque nous avons fait l'objet de 2 fermetures administratives en 2020. La première fermeture administrative, ça a été le 16 mars, le fameux 16 mars, qui nous a conduit du jour au lendemain à fermer tous les établissements et à demander aux curistes de rentrer au plus tôt chez eux. Oui, parce que certains étaient évidemment en cours de traitement, certains étaient en pleine cure. Absolument. Donc nous avons dû faire face à cette première fermeture administrative que tous les établissements thermaux ont réalisé immédiatement et en bon ordre. Nous avons pu réouvrir courant juillet, puisque lorsqu'on nous a autorisé à réouvrir, il y a malgré tout, pour relancer la grande mécanique dont je vous parlais précédemment, quelques semaines, et également pour demander aux curistes de revenir, dans un contexte qui était anxiogène et qui reste à ce jour très anxiogène. Le président Laffitte parlait effectivement de l'anxiété des chefs d'entreprise. Nous avons bien sûr cette anxiété en nous, puisque nous n'avons aucune visibilité, mais également il y a l'anxiété des curistes, qui sont nos clients, qui est également à gérer
dans un climat où actuellement l'incertitude est le mot qui prédomine. C'est d'autant plus cruel, entre guillemets, Michel Baquet, qu'au fil de ces dernières années, un groupe comme le vôtre, mais pas que, vous aviez, sur les taux de satisfaction, sur les enquêtes clients que vous réalisez en enquête curiste, vu des progressions formidables en matière de sécurisation. C'est-à-dire que les curistes venaient en toute sécurité dans les établissements. Et c'est quelque chose que les établissements en général, d'ailleurs, se sont gagnés au fil des années, au fil des investissements, etc. Et là, les enquêtes, pour avoir croisé récemment quelques enquêtes, j'imagine qu'elles vous interpellent parce que pour la première fois, on sent bien l'inverse. On sent cette inquiétude, on n'est pas en sécurité. Alors, effectivement, on sent une inquiétude par rapport globale par rapport à la maladie, par rapport à la Covid. En revanche, les retours que nous avons eus sont plutôt très satisfaisants. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut insister, voilà, parce que il y avait la peur de revenir, oui. Et pour autant, ceux qui sont venus ont eu un taux de satisfaction, formidable, c'est ça. Important que les années précédentes. C'est dû à toutes les mesures barrières qui ont été mises en place dans les établissements thermaux. Et je tiens à souligner qu'il n'y a eu aucun cluster thermal dans les 110 établissements en France. Preuve que les gestes barrières et toutes les mesures qui ont été mises en place de sécurisation ont fonctionné. Il faut dire que nous avions travaillé avec la Direction générale de la santé à la mise en place d'un référentiel sanitaire qui est assez rigoureux, et tant mieux, puisque ça nous a permis de préserver et les curistes et également le personnel qui a pu exercer en toute sécurité. Il y avait la logique des professionnels de santé, que vous revendiquez être à juste titre, à mettre en avant, à mettre en exergue. Exactement. Donc on a eu cette première fermeture, nous avons eu la possibilité de réouvrir vers mi-juillet. Nous avons doucement recommencé puisqu'il fallait faire revenir les curistes. Et ensuite, mais au moment où ça commençait à reprendre, nous avons eu la deuxième fermeture administrative qui a eu lieu le 29 octobre. Et nous sommes toujours dans cette fermeture administrative et nous ne savons pas quand nous allons pouvoir réouvrir. Donc aujourd'hui, et nous savons que de toute façon, la reprise, on l'a bien vu, a été lente après la première fermeture et donc devrait malheureusement aussi être lente après cette deuxième fermeture. Donc sur le plan économique pour la filière, on est plutôt, je disais à Pascal, on est plutôt à 65% de perte de chiffre d'affaires, ce qui est relativement important, pour ne pas dire catastrophique. En termes d'aide, nous avons pu recourir à l'activité partielle. Nous sommes logés sur l'activité partielle type tourisme, c'est-à-dire la plus bénéfique, mais il est évident que ça ne couvre pas les frais fixes auxquels nous devons faire face. Nous avons eu recours au PGE, mais comme ça a été dit précédemment aussi, un prêt doit être remboursé. Donc ça permet de passer un creux de trésorerie, mais si nous n'avons pas un retour à la profitabilité, il sera difficile de faire face au mur de la dette qui a été précédemment évoqué. Nous avons également un peu accès au fonds de solidarité, mais aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas eu d'aide particulière ciblée, en tout cas pour notre secteur. J'ai entendu votre premier propos tout à l'heure. Vous avez l'impression d'ailleurs que ce secteur manque, j'allais dire, de reconnaissance. Vous avez employé le mot visibilité tout à l'heure. Mais je vais dire reconnaissance. On peut aller jusqu'à reconnaissance, effectivement. J'ai été dernièrement très surpris de voir que tous les écrivains se sont mobilisés et puis finalement le secteur des librairies a une baisse du chiffre d'affaires de 3%, je crois. C'est ce qu'on a pu lire dans les échos. Donc je salue cette performance et j'en suis très heureux en tant que grand lecteur. Donc il y a eu cette médiatisation. Nous n'avons pas bénéficié de cette médiatisation et nous sommes, il faut le rappeler, des acteurs du maillage économique du territoire. 71% des stations thermales sont dans des cités de moins de 5000 habitants. Ce qui veut dire que c'est la première activité et la fermeture d'établissements thermaux serait un drame pour le thermalisme, mais serait également un drame pour certaines vallées des Pyrénées, des Alpes ou autres, puisque c'est le premier employeur. D'autant que vous dites dans votre secteur d'activité qu'il faut anticiper les choses, parce que les prises de décision pour aller faire une cure thermale, choisir l'endroit, etc., ne sont pas des décisions de dernière seconde, parce que si le tourisme landais en particulier a pu cet été connaître de très bons résultats, c'est aussi parce que finalement les gens ont pu se décider rapidement, ont pu venir vite dans des lieux qui avaient de l'attractivité et des dispositifs de souplesse tout à fait remarquables de la part des professionnels. Mais cette anticipation, elle est nécessaire lorsqu'il s'agit de réserver, de planifier la venue en cure et de faire entrer cela dans un processus souvent thérapeutique. Absolument. Nous ne sommes pas dans une démarche de, j'allais dire, click and collect.
ou sur un coup de tête, on peut réserver une cure thermale. Oui. Non, c'est un processus où il faut aller voir le médecin, avoir la prescription, planifier ses soins et ensuite les réaliser sur une période de 3 semaines. Ce qui explique que certains de votre secteur commencent à dire maintenant, bien sûr, on se préoccupe des stations de ski, par exemple, très fortement, et on entend toute l'importance sur les stations de ski, mais n'oublions pas le thermalisme, parce que si on n'en parle pas maintenant, pour cet été, quand bien même les choses se passeraient bien, ça sera trop tard pour nous. Effectivement, nous avons un certain nombre d'établissements qui sont en grande difficulté Ouais. en France, et la majorité des établissements sont en difficulté, pour ne pas dire plus. Donc il serait bon qu'on s'intéresse, et je sais qu'on y travaille, hein, il y a une mission qui a été mise en place avec M. Goudbel, qui a été chargé par le Premier ministre de rendre un rapport pour le mois de février, et on espère que des mesures seront prises très rapidement. Mais Michel Baquet, vous avez souligné tout à l'heure l'importance des investissements qui étaient prévus par votre groupe. Alors c'est d'autant plus intéressant de vous entendre là-dessus que votre groupe est leader dans son domaine d'activité, que vous gérez, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais 3 sources, 6 établissements thermaux, que vous gérez 7 hôtels et résidences, que vous avez également un centre aqualudique, un camping, je crois également, dans le périmètre du groupe, que vous aviez décidé en 2019 d'élargir votre périmètre. Et c'est assez rare d'ailleurs hein, qu'un acteur du thermalisme landais souhaite comme ça élargir son périmètre pour assurer son développement dans une autre région que la sienne. Très clairement, est-ce qu'aujourd'hui, ces investissements sont remis en cause ? Le thermalisme, vous l'avez dit, c'est une activité qui prend du temps. Donc effectivement, nous travaillons sur la durée. On essaie de se projeter à 5, 7, plutôt 10 ans, puisque c'est une activité qui demande des capitaux et une activité où on est censé accueillir un certain nombre de curistes pour pouvoir effectivement faire fonctionner ces installations. Donc pour cela, nous gardons confiance sur la durée. Nous gardons confiance sur des perspectives à long terme. Pourquoi ? Puisque je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a un vieillissement de la population. Oui, c'est ça. On a un produit... L'analyse que vous présentiez tout à l'heure reste juste sur le long terme, évidemment. Voilà. Mais pour pouvoir aborder ce long terme, il faut qu'on passe ce cap de court terme. Et si on ne relance pas l'activité thermale en 2021, ce sera difficile de passer ce cap. Effectivement, nous avions, depuis nos bases landaises, d'Aquoise, nous avions pour volonté de pouvoir se développer. Nous avons fait un premier pas en reprenant en délégation de service public les termes d'Allègre-les-Filmades, donc dans les Cévennes. Nous avons toujours la volonté de grandir à notre rythme, grandir de manière solide et pérenne. Mais pour cela, il va falloir qu'on puisse effectivement passer ce cap. Et pour passer ce cap, vous avez prévu des mesures d'adaptation là, spécifiques à la période ? L'adaptation, c'est déjà maintenir nos installations, puisque ce sont des installations qui sont censées... Ça paraît fou hein, de se dire ça, hein, oui, à l'heure actuelle. Nous sommes obligés et c'est normal, puisque nous sommes soumis au contrôle de l'ARS sur la qualité sanitaire des eaux. Donc nous devons bien évidemment maintenir nos installations, et nous restons dans l'attente, et c'est ça notre principal problème aussi, c'est que nous n'avons aucune visibilité. Je comprends que le Premier ministre, hier soir, gère la situation et qu'il ne peut pas faire d'annonce de date précise. Mais pour nous, on a un tel décalage entre une annonce et la mise en place de la réactivation des installations, la venue des curistes et la préparation également des plannings que nous devons faire, que nous avons besoin vraiment grandement de visibilité. Michel Baquet, le thermalisme landais, néo-aquitain peut-être en général, sur la suite, sur l'avenir, il a des atouts à faire valoir parce qu'il va y avoir aussi une forme, pardon de le dire, de concurrence dans les territoires, dans les établissements, entre établissements bien sûr, mais dans les territoires également, entre territoires. Vous avez raison, puisque le thermalisme est le croisement de 2 choses. Déjà, le traitement d'une pathologie. Effectivement, le premier choix pour une station thermale, c'est la pathologie. Si vous avez un problème de voie respiratoire, vous ne viendrez pas à Dax, malheureusement. Mais nous serions très heureux de vous accueillir si vous avez un problème de rhumatologie. Donc, c'est la première question, c'est effectivement le soin. Et la deuxième question, c'est le croisement donc, de ce soin et d'une destination. C'est ça. Et cette destination, nous avons des atouts que nous travaillons ensemble avec, vous mentionniez tout à l'heure, le comité départemental du tourisme qui est en train de préparer une opération. J'espère qu'elle sera confirmée et lancée très prochainement pour nous aider justement à pouvoir faire cette rencontre d'une destination
et de soins. C'est ça, parce que tout à l'heure, vous insistez bien sur le fait que vous n'étiez pas qu'un acteur du tourisme, et pour autant, vous êtes un acteur primordial pour les retombées touristiques d'une destination. Absolument, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a ce travail en commun à faire avec les territoires, qui est un travail passionnant, mais qui est un travail qui doit être maintenant accéléré aussi pour qu'on puisse bénéficier au plus vite de la reprise et de lier, je l'espère, à la vaccination. Le point positif que soulignait Pascal tout à l'heure, c'était effectivement la vaccination. Si les seniors sont vaccinés en premier, oui, j'espère que ça contribuera au redémarrage du thermalisme. Et je souhaite remettre en avant, parce que pour nous c'est fondamental, la qualité des gestes barrières et des protections qui ont été mises en place dans les établissements, puisque je vous le redis, il n'y a eu aucun cluster thermal qui a été déclaré. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre grand témoin, Michel Baquet, ce matin. Nous avons apporté cet éclairage absolument important sur ce secteur de l'activité économique primordiale dans les Landes. Merci beaucoup à vous et je renvoie évidemment au site internet de votre structure, de votre groupe pour en savoir plus sur celui-ci et puis évidemment sur les perspectives et les projets qui sont toujours les vôtres. Merci. Merci à vous et je tiens à dire que nous travaillons également avec toute la profession au développement de soins qui viendront dans cette période post-confinement, je ne vais pas dire post-Covid, post-confinement, où tout le monde a souffert aussi d'un enfermement et que la cure est un moment privilégié pour effectivement reprendre un certain nombre de bonnes habitudes en sortant de son enfermement quotidien. Et vous avez raison de le dire, vous l'avez dit tout à l'heure sur le côté prévention qu'il peut y avoir quelque part dans le bien-être santé, dans le capital bien-être santé en général, dont chacun d'entre nous va continuer à disposer à la suite, on l'espère, pour la suite on l'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Président François Laffitte, peut-être un commentaire rebond d'abord par rapport à ce qui a été dit par notre intervenant et sur ce secteur en particulier du thermalisme, sur son impact sur l'économie, puis après on ira évidemment à la conclusion de cette matinée. Alors, je crois que l'intervention de M. Baquet est très intéressante dans l'esprit de ce qu'il a pu nous donner, à la fois des chiffres, parce qu'on savait que le thermalisme est un secteur important qui est dans les Landes, ancré depuis bien sûr des siècles, et on sait ô combien nous sommes sensibles au fait que le thermalisme soit dynamique, vital pour cette économie landaise. Mais aussi, je crois que M. Baquet l'a rappelé, il y a aussi le côté psychologique pour les consommateurs et bien sûr pour nos clients qui sont, je dirais d'une certaine manière, un peu particuliers pour le thermalisme, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour se soigner. Oui, on a besoin et on aura besoin très rapidement d'amener du réconfort et d'amener des soins à des personnes qui en ont besoin. On l'a vu pendant la première période du confinement, la difficulté de personnes qui avaient certaines pathologies à pouvoir aller à l'hôpital ou d'avoir eu des déprogrammations, comme on dit, d'opérations, ont amené des difficultés majeures, non pas de problèmes de Covid, mais d'autres problèmes. D'autres problèmes, c'est ça. Et donc, vous avez bien touché du doigt la problématique, c'est qu'on ne peut pas, il faut faire en sorte que les centres de soins et les centres thermaux puissent réouvrir dans les meilleurs délais pour apporter à toutes ces personnes les soins qu'ils attendent. Et puis François Laffitte, c'est dans les territoires, dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, etc., souvent toute une architecture économique qui s'est bâtie autour des établissements thermaux. Ce qui veut dire qu'on a besoin également de ce poumon d'activité pour tout ce qu'il y a autour en matière de périphérie. Bien sûr que, et je crois que ça, M. Baquet l'a bien rappelé, au-delà des centres thermaux, sont toujours une économie à la fois d'hôtellerie, de restauration, mais également d'événementiel et de tourisme qui est associé, qui font que cet environnement, ce microcosme, si j'ose dire, fonctionne et aujourd'hui est mis à mal. À la fois pour le personnel soignant, mais aussi pour les restaurateurs, les hébergeurs et les personnes engagées dans l'événementiel. Donc oui, c'est toute une économie et c'est tout un pan qui a besoin de redémarrer, de repartir.
Alors, François Laffitte, dans quelques jours, vous allez présenter vos vœux, d'ailleurs d'une façon digitale, dans les Landes depuis des années. D'ailleurs, ce moment des vœux du président de la Chambre de commerce et d'industrie, toujours un moment important en matière de visibilité économique. C'est un rendez-vous toujours prisé par le monde économique et territorial, hein, d'ailleurs, de ce département. Donc, ce que je vais vous demander en conclusion ce matin, ce n'est pas forcément de présenter des vœux, puisque vous allez le faire le 18, mais c'est peut-être de mettre en perspective ces chiffres, ces données, ces perceptions dont nous avons rappelé ce matin les évolutions incroyables d'une année à l'autre. Et puis, puisque je vois le prochain rendez-vous de conjoncture affiché le 4 juin 2021, de se demander peut-être ensemble quelle doit être l'attitude finalement qu'on doit avoir entre aujourd'hui, le début d'année, et puis ces périodes pleines d'incertitudes, hein, qui s'ouvrent devant nous. Voilà, on dit souvent dans le monde de l'entreprise que pour prendre une bonne décision, il faut d'abord avoir les bons indicateurs. Oui. Parce que vous ne pouvez pas prendre une bonne décision si vous n'avez pas anticipé ou évalué à sa juste valeur la situation comme elle est. Et donc, ces matinales de conjoncture sont très importantes parce qu'elles permettent d'avoir les bons indicateurs. Et ces indicateurs permettent de bien définir la situation dans quel état elle est. Parce que vous savez que la vérité est toujours là où on la souhaite, bien sûr, et qu'on peut facilement déformer la perception de ce que l'on a, alors qu'il faut que, malheureusement, pour prendre une bonne décision en tant que chef d'entreprise, il faut mettre à plat tout l'émotionnel de la situation et les chiffres et que les chiffres. Et ça, c'est un point d'étape très important pour un chef d'entreprise avant de s'engager dans une décision. Et donc, ces matinales conjoncture, elles nous amènent, elles nous apportent une évaluation avec des indicateurs précis. Des indicateurs où, j'espère, les biais sont éliminés, donc statistiques bien sûr, et on fait en sorte qu'on puisse avoir un éclairage très précis de la situation de l'économie. Et je crois au demeurant que c'est quelque chose qui nous est demandé. Je vois, pour participer régulièrement à une cellule de liaison que Madame la Préfète mobilise régulièrement, ce fut 2 fois par semaine, c'est aujourd'hui 1 fois par semaine, nous avons des commentaires et des demandes qui nous sont faites par rapport à la situation économique et nous devons donner des indicateurs et des indications. Donc c'est ce que nous faisons de manière très régulière. La situation, elle a été très bien décrite, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été fait, elle est complexe. D'abord, c'est un premier élément dont il faut bien tenir compte, la complexité. La complexité parce que, je dirais presque, chaque entreprise a sa spécificité et sa difficulté. Et donc, il nous faut, et c'est un peu le travail de la Chambre de commerce, décrypter les complexités de situation pour qu'on puisse trouver le processus ou la formule la plus adaptée au secteur d'activité ou à l'entreprise considérée. Et vous l'avez bien compris, si l'on parle de l'agroalimentaire dans le frais, on voit des situations plutôt positives. Si on va malheureusement chez nos amis restaurateurs, on a des situations catastrophiques puisque les restaurants sont fermés et on ne sait quand est-ce qu'ils réouvriront. Donc à chaque problématique, une solution à trouver, si j'ose dire. Et c'est notre engagement à nous. La CCI a eu dans ce cadre-là plus de 2000 appels d'entreprises auxquels elle a répondu, plus de 900 dossiers qui ont été gérés pour essayer de trouver la solution à l'entreprise ou au secteur d'activité en difficulté ou demandant spécifiquement quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans ce processus d'accompagnement. C'est vital pour le secteur économique et c'est l'engagement de la Chambre de commerce des Landes. Nous avons forcément aussi une activité très importante qui est celle de l'accompagnement de ce que les pouvoirs publics sont disposés à faire pour ce secteur économique. Et il faut au demeurant rappeler là tout l'engagement des pouvoirs publics qui est très important. Les PGE, plus de 500 millions d'euros, l'ensemble de l'activité partielle qui est financée, qui permet aux salariés de bénéficier d'un salaire même s'il n'y a pas d'activité, les aides de fonds de solidarité, etc., etc. Je ne veux pas décliner tout le process parce que il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place. On a obtenu gain de cause sur des mesures qui étaient complètement
complexe à obtenir, notamment, Hervé Bouiry s'en rappelle très bien lors des discussions de cellules de liaison avec la préfète. J'étais pas content de la situation du mois d'octobre et novembre quand on était en confinement, parce que les mesures proposées étaient vraiment en deçà de ce qu'on avait besoin. Et il y a eu effectivement, je crois que toutes les chambres de commerce ont dû apporter le même message à Paris. Il y a eu une évolution et le soutien de fonds de solidarité a nettement progressé, puisqu'on est en proportion de chiffre d'affaires, ce qui n'a rien à voir avec ce qui était proposé à l'origine. Et c'était fondamental, c'était essentiel pour redonner une certaine sérénité aux chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont déjà très stressés par le problème de tous les jours de gérer le comment faire, qu'il fallait amener une solution. On a été entendu et le processus a beaucoup progressé dans un soutien, et on a même reçu récemment, fin décembre, les différentes mesures pour les secteurs les plus touchés. Donc les discothèques, bon, on n'en a pas beaucoup dans les Landes, mais on en a tout de même quelques-unes. L'événementiel, la restauration, l'hébergement, et donc ces mesures spécifiques nous ont été apportées. Et on voit au demeurant que pour toutes ces entreprises-là, ce qui est proposé, c'est que les chambres de commerce aident à un diagnostic, un premier diagnostic, pour ensuite rentrer dans un processus de déclaration ou de dépôt d'aide qui soit spécifique à ce secteur. Voilà, donc cet engagement-là, il est très fort, et nous sommes la courroie de transmission avec, bien sûr, la préfecture et les services d'État qui sont très mobilisés sur ces sujets-là, hein, que ce soit la Directe, la DGFiP et les autres secteurs d'activité et des administrations. Donc on a un engagement très fort, et c'est ce message que je voudrais faire passer ce matin, c'est que les chefs d'entreprise peuvent compter sur nous pour qu'on leur apporte des solutions. C'est ça que je voudrais dire et qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est un point important. Posture de solution, en effet. Plus que jamais, la question que je vous posais est peut-être une question qui pourrait paraître comme cela simpliste, si on n'était pas à la période dans laquelle nous sommes. Plus que jamais, vous croyez aux capacités de rebond des dirigeants landais, à leur énergie individuelle ? Oui, alors, et c'est là le point positif de la situation, c'est que tout est dans le rebond et tout est dans l'envie. Alors, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir été jeune, d'avoir joué au rugby, mais je crois que M. Baquet a joué au rugby. Alors, bon, il était dans un poste de troisième ligne qui est quand même plus facile que le mien qui était à l'honneur. Nous sommes dans le on fait le match, allez-y. On sait que dans les Landes, alors il y a deux sports emblématiques, c'est le rugby et c'est la course landaise. Parce que pour moi, c'est un sport quand même. Bon, et il faut savoir, quand on prend une tumade, se relever. Voilà. Et donc, on sait, les chefs d'entreprise dans les Landes le savent, c'est pas parce qu'on a mis un genou à terre que c'est foutu. Au contraire, il faut se remobiliser, se redonner l'envie et l'énergie pour faire les choses. Et puis le rebond, ça marche aussi dans le basket, comme ça on aura fait les grands sports landais. Voilà, tout à fait. Puisqu'en Chalosse, vous savez qu'il y a beaucoup de basket. C'est pour ça. Et que tous les villages ont une équipe de basket. Donc le rebond, on connaît, on sait faire, on sait se relever, et on va se relever. Et ça, je veux dire à tous les chefs d'entreprise qu'ils peuvent compter sur nous pour les accompagner dans ces mesures-là. Nous mettons avec les EPCI, dans les communautés de communes et les agglos, un dispositif d'accompagnement des entreprises dans la période de difficulté. C'est un dispositif qui a été validé avec les tribunaux de commerce, donc ça permet d'être assez professionnel sur cette démarche-là. Et je le dis aujourd'hui, nous sommes là et nous serons là demain pour aider les entreprises à rebondir et à reprendre une activité. Bien sûr, ce qui nous paraît important, c'est la confiance. La confiance, elle, va revenir. Nous avons une politique de vaccination que les pouvoirs publics mettent en œuvre qui aura son effet dans l'année 2021. Et vous verrez que la confiance, le rebond sera là, les consommateurs seront de nouveau avec nous et les chefs d'entreprise auront le plaisir de reprendre une activité dynamique. J'en suis persuadé, il faut simplement résister, tenir le coup pendant une année qui sera encore complexe. Mais je suis optimiste. Merci beaucoup François Laffitte. Rendez-vous donc en effet pour vos vœux. On va continuer à parler et économie. Vous pourrez suivre ces vœux d'ailleurs de la même façon que nous l'avons fait ce matin pour ce déjeuner, de façon digitale, avec le même principe d'invitation. Vous retrouverez l'ensemble des données de ce baromètre économique sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. N'hésitez pas à vous y rendre. Le prochain donc rendez-vous conjoncture, regardez, cela s'affiche sur l'écran à côté de moi. Il est donc fixé le 4 juin à
Dax. Espérons ce jour-là que nous pourrons nous parler les yeux dans les yeux, en partageant évidemment du café, des milliardises. Et si je vous entends, Président, en étant en plus vacciné, on le souhaite. Et en tout cas, dans des conditions d'optimisme pour la suite de l'activité. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne matinée à vous. Monsieur le Président, dernier mot ? Merci à vous et à très bientôt en juin pour notre prochaine matinale que j'espère en petit déjeuner. Au revoir.